Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons, mais c'est rare quand même, les shows de la WWE. Je suis votre dinosaure, que dit je suis votre Luchasaurus des podcasts. C'est difficile, ça fait un peu botché ça le podcast. Je suis votre tonton Chris. Je suis accompagné pour faire une tag team, on va dire un peu ancienne, un peu solide sur les appuis, prête à aller au mastic, qui a quand même un peu de l'expérience, puisque je suis accompagné de l'expérimenté, de l'indestructible, de l'inamovible, du papy. Comment ça va, papy? Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, oui on y revient au mastic, on va aller les lancer comme des frelons, on va aller péter des gueules. Oh oui, au moins ça, je pense. Ça va bien, tu es prêt pour intégrer le monde merveilleux du show bleu, le Voilà, SmackDown? je suis prêt là, je suis en pleine forme, prêt pour en plus un go home show là, donc c'est chaud, c'est chaud. Ouais, le 1105e Friday Night SmackDown qui va nous emmener effectivement vers le Hell in a Cell 2020 qui va se dérouler dimanche. Alors, on a une carte, alors tu me diras, on va faire les pronos à la fin pour nos amis du peuple de catch-up. Et du coup, je crois qu'il n'y a que 5 matchs à la carte. Tout à fait, à date il n'y a toujours que 5 matchs, alors je pense qu'on aura du truc à l'arrache qui va arriver notamment dans le pré-show, mais pour l'instant on n'est qu'à 5 matchs. 2 Ok, de chaque et donc 1 interround. voilà. Donc, on va rentrer dans ce SmackDown qui est donc le go home de ce Hell in a Cell. Et ça va commencer directement avec notre ami Kevin Owens. Alors, ça fait plaisir, Kevin Owens, de le voir lancer un peu, débuter SmackDown, quoi, où il va présenter son premier KO Show. Et voilà, ça va commencer fort puisqu'il va inviter l'homme du peuple, il va inviter Daniel Bryan, l'American Dragon, quoi. Et voilà, il va y avoir tout un peu de remerciements, voilà, de s'être remercié, de s'être considéré la semaine dernière dans le discours de retour. C'est beau, quoi. On sent l'entente, on sent. Alors là, les Indie Darlings sont là, hein. Sami Zayn, Kevin Owens, Daniel Bryan, tout ça, quoi. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Franchement, sur de début, en fait, tout ce qui se passe au micro sur le départ de ce SmackDown, en regardant les mecs qui évoluent, puisqu'il va y avoir, voilà, ils vont parler un peu de tout ce qui se passe sur le roster de SmackDown. On est dans le début de la saison première, je vous rappelle, bien évidemment. Road vers quoi? Vers Survivor Series, vers Rumble, vers WrestleMania, saison 37, comme on dit. Et voilà, et que Owens et Bryan, ils font le constat que finalement, avec un roster comme ça, où il y a des gens comme Jey Uso, comme il y a Biggie qui peuvent s'exprimer dans le ring, c'est encore bon, quoi. Mais voilà, ça serait encore meilleur s'il y avait un titre qui pouvait être défendu chaque semaine, comme l'Intercontinental Championship. Bien évidemment, quand on parle de ce championnat, Kevin Owens dit que c'est le seul titre qu'il a jamais eu. Pour devenir certainement Grand Slam champion, hein, tu me diras si je me trompe, papy. Mais je crois que s'il a effectivement le titre intercontinental, il deviendrait Grand Slam champion, notre ami Keo. Il a Et déjà eu? il l'a déjà eu? Ah, peut-être qu'il l'a déjà eu, t'as raison, Je ouais, crois que c'est le peut-être tag qu'il l'a team, déjà eu, c'est le tag team Intercontinental. qui lui manque. Ah, c'est le tag team qu'il a jamais eu. Ah oui, t'as raison, c'est le tag team qu'il a jamais eu, tout à fait. C'est une très belle précision, voilà. Et finalement, comme on commence un peu à chatouiller du côté de Zayn, du titre intercontinental, des titres tag team, effectivement, ça va être le moment, évidemment, que vont choisir Ziggler et Bobby Roode pour se pointer. Salut, coucou les gars, on a entendu parler de John, c'est nous, on arrive, hein, on comprend pas pourquoi nous on n'a jamais été cités, qu'est-ce que c'est que ce bordel, alors que nous on est les plus grosses arrivées du monde merveilleux du show bleu. Ensuite, derrière, qui c'est qui arrive? Bam! Les Street Profits. Allez, on y va, ils viennent pour se joindre à la fête. Eux aussi, ils sont contents d'être à SmackDown, d'autant plus qu'ils sont champions, hein. Et évidemment, bien évidemment, qui c'est qui arrive derrière? Cesaro, Shinsuke, Nakamura. On a toute la tag team division de SmackDown qui est présente. Tout ce beau monde se réunit, un match est organisé. Mais c'est magnifique, mon papy, c'est magnifique tout ça. Alors, avant de se lancer sur le match, avant de lancer ce 8-match tag team match playa, hein, voilà, avec un match qui va se lancer entre Street Profits, Daniel Bryan, Kevin Owens face à Ziggler, Roode, Cesaro, Shinsuke Nakamura. N'en jetez plus, papy, ce SmackDown Fast and Furious, hein. Ah là, c'est parti mon kiki, c'est bien effectivement comme tu le signalais, c'est la tag team division qui renaît de ses cendres avec 3 vraies équipes et puis, une dernière liaison dangereuse entre Kevin Owens et Daniel Bryan.
Kevin Owens qui a fait de la grosse drague bien lourde en disant à Daniel: «Ah, tu sais, moi, pas de Grand Slam, il me manque le Tic Tac Team, ça serait bien, tu vois, si on se battait pour le Tic Tac Team. Tu sais, le Tic Tac Team, si on se battait pour lui, nanana». Donc Kevin Owens fait de la drague, bah, ça a moitié fonctionné puisqu'ils se retrouvent quand même dans un match tag team, même si c'est un 4 contre 4. Mais en tout cas, voilà, c'est le retour de la division tag team sur le devant de la scène. Nous sommes heureux, les oiseaux chantent, le ciel brille, c'est beau. C'est formidable, on se croirait dans un sitcom de dessin animé, voilà. Donc du coup, on a quand même un match qui va durer quasiment 15 minutes, hein. Ça va pas rigoler, hein, cette histoire d'opener, parce que non seulement c'est chaud, voilà, tout le monde se taunt et tout le monde, veut prouver et du coup, ça va nous envoyer sur un match, de par équipe, moi enfin, voilà, un 4 contre 4, plutôt enlevé ma foi, avec, à 15 minutes comme ça en opener de Tag Team Division. Nous qui nous plaignons souvent de la Tag Team Division, et certainement à juste titre à la WWE, et ben là on a été gâtés. Voilà, 15 minutes de match, ça a envoyé quoi. Tout le monde a eu son spot, j'ai envie de dire. Tout le monde a montré que ça allait bien pour certains, comme pour les Street Profits, que d'autres commençaient à se remettre dans le bain, comme Daniel Bryan et Kevin Owens, un peu finalement, qui catch, mais qui est souvent au micro, qui fait souvent des KO shows et tout ça. Donc c'était plutôt pas mal. Voilà, pour le coup, moi j'étais plutôt bien lancé. Évidemment, ça va se terminer avec un gros frog splash de Montez Ford sur Cesaro. Cesaro qui prend le pin. Voilà, j'ai envie de dire, c'est l'info qui tue. C'est Cesaro qui prend le pin, mon bon papy. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce 4 contre 4 là? Bah, ouais, un gros match pour, ouvrir SmackDown, plutôt sympa. Je crois que tout le monde a eu du temps d'antenne, pour pouvoir se montrer un peu, alors que quand même ils étaient nombreux, donc c'est plutôt sympathique à voir. Je me faisais la réflexion en regardant le match, surtout en regardant l'équipe heel en fait, c'était une équipe de quarantenaires parce que je suis pas sûr qu'il y en a un seul qui ait moins de 40 ans entre Ziggler, Roode, Nakamura et Cesaro. Et en face, tu avais aussi Bryan qui a plus de 40 ans et donc du coup les Street Profits et Kevin Owens se retrouvent un peu avec l'ancienne génération et je trouve ça sympa en fait de me dire, bah, voilà, il y a peut-être un petite passation de génération là entre les anciens et les nouveaux et puis ouais, un match, ouais plutôt enlevé, sur un beau frog splash bien haut pour finir et puis voilà, c'est sympa, tu vois? Moi j'ai boudé pendant très longtemps la division tag team et là, bah, je me sens, je me sens, rouvrir mon âme vers cette division. Oh là, si tu ouvres ton âme, là, on est vraiment en plein là, ça devient ésotérique, c'est quelque chose, quoi. La WWE va atteindre des sommets, qu'on ne pourrait imaginer, On à pue dans le Catch Up. ciel, Alors là, wouh! Le monde merveilleux du show bleu n'a jamais aussi bien porté son nom. c'est beau, c'est merveilleux. Alors, après ce match de 15 minutes, effectivement, la victoire des Faces, hein, de toute façon. Et derrière, en coulisses d'entrée, on va se rendre compte qu'il y a un procès qui est en place et qui va être une espèce un petit peu de fil rouge au cours de ce SmackDown. Le procès du Money in the Bank qui débute avec, dans le cadre, voilà, Ron Simons est l'huissier de ce procès. Donc tout ça, ça se passe, écoutez, si vous voulez, hein, sur un set, quoi, un truc vraiment à l'ancienne, j'ai envie de dire, WWE. Voilà, le juge, c'est du JBL, John Bradshaw Layfield. Le Miz, qui a une avocate avec lui, hein, quand même, hein, et qui avait accompagné de John Morrison, voilà, et qui prend la parole en disant qu'il est ici pour établir la vérité et pour arrêter le mal que Otis est en train de provoquer en détenant la mallette du Money in the Bank. Il jure qu'il fera un meilleur représentant de cette mallette. Otis, qui est donc dans l'autre partie, Rector, que lui, il n'a pas à tergiverser, étant donné qu'il était dans le match et qu'il l'a gagné, quoi, au contraire de son nez. Il a gagné le match Money in the Bank, et donc c'est normal qu'il ait ce contrat et cette mallette. L'avocate du mythe, finalement, pour le coup, elle semble relativement d'accord avec ses propos. Du coup, c'est pas du tout du goût du mise, hein, qui décide de la virer immédiatement. Je crois que là, j'espère que là, il va se passer quelque chose. Mais on va vous teaser ça après. Voilà, c'est la première partie. Donc, voilà, on a un segment juge, procès, et tu me tromperas, papy, mais tout ça sur les airs d'un truc de sitcom policière à l'américaine, voilà, qui passe le soir vers 18h30 sur des chaînes obscures américaines. Tout à fait, là, les New York Police d'État, du blues, je sais pas quoi, ce genre de truc où juge, trial bidule New York, avec, tu Ah sais, des ouais, ta ta tin tous les 2 secondes, oui, ta ta exact. tin.
Tadam! Bah, c'est pas Renault, hein, c'est Tadam! le truc américain là. Bref, oui, oui, bon alors là c'était au moins on a été fixé tout de suite, ça sera en mode gros n'importe quoi puisque de toute façon c'est pas un vrai juge, c'est pas un vrai avocat, c'est pas un vrai il y a rien qui semble de vrai là-dessus, c'est parti dans le n'importe quoi. Bon allez-y, faites-vous plaisir les gars, on attend la suite avec impatience. Tadam! Voilà. Tadam! Vous inquiétez pas, peuple de Ketchup, Otis va revenir. Wouh! Voilà. On va avoir un petit segment backstage où voilà, tous les faces qui ont participé au match tag team là sont plutôt contents, ils célèbrent leur victoire. Ils vont être rejoints par Sami Zayn, qui lui, pour le coup, est un peu chafouin quoi d'avoir été dénigré par Daniel Bryan. Et donc il dit qu'il fait ce qu'il veut avec le titre hissé et il conseille au Dragon de garder ses intentions pour lui le jour où il aura un titre. Donc là, clairement, là on est lancé dans une feud. J'ai presque envie de dire une équation à 3 là. Mais là, Sami Zayn, Daniel Bryan déjà d'office, et puis avec Kevin Owens qui traîne autour de tout ça. T'en penses quoi, papy? Ah bah, j'hésite alors, est-ce que ça sera une feud à 3 autour du titre intercontinental ou est-ce que ce sera, comment dire? Kevin Owens et Daniel Bryan qui vont se diriger vers la division tag team. Je j'ai pas encore arrêté mon avis vu que la semaine dernière en plus on avait Otis qui tournait autour de Sami Zayn, après a priori je me demande si c'est pas juste, toujours de la présentation des personnages en disant, bah, voilà Zayn c'est le mec qui veut pas se battre, c'est le couard, c'est le machin donc comme on est en saison première et semaine suivante, je me demande si on n'est pas toujours en train de les faire croiser les uns avec les autres sans qu'il y ait vraiment de plan, avant de démarrer vraiment le plan, en tout cas et à noter comme, je sais pas si tu l'as saisi, que Daniel Bryan a demandé aux Street Profits de le fister. Il a dit: «Fistez-moi» et ça les a un peu choqués les Street Profits, quand il a fait cette demande. Mais bon, il, a, il, a dit, il il a dit l'attendait. quoi? Il a dit fistez-moi, fistez-moi. Bah, il a trouvé son point en disant: fist me» et puis alors tu as les Street Profits qui l'ont regardé en disant: «Mais il est taré ce garçon». Mais bon, il tente des choses, Daniel Bryan, il essaie de communiquer avec les jeunes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, excellent. J'ai pas percuté en fait. Ça, c'est dans le segment juste avant le truc Ah, dont on va c'est parler juste après, avant que ouais, ouais, avant le match. c'est juste avant que bah, tu sais quand ils sont dans les coulisses, juste avant que Sami Zayn arrive. Bah, ils sont Ok, à 4 en train de faire les cons. D'ailleurs, ils sont en train de vraiment bien s'amuser a priori, Bryan, Owens et les Street Profits et je te ok, dis, tu vois, tu as une demande officielle devant les caméras de Bryan qui est mal accueillie par les Street Profits du coup. d'accord. Alors ouais, moi, des fois, tu vois, il y a des trucs qui échappent comme ça, voilà, pour peu qu'on soit distrait par quelque chose, etc. Et du coup, ça m'avait peut-être échappé, mais au final, moi, je trouve que c'est vachement intéressant, que ce soit pour la Tag Team Division, que ce soit pour le titre intercontinental. Enfin, du coup, il y a quelque chose de construit là pour chacun de ces titres, les titres intermédiaires de la division bleue, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et les catcheurs qui sont autour de ces différentes rivalités ou différentes interactions pour ces ceintures me plaisent. Donc écoute, j'ai été plutôt satisfait à la fin de ce truc. Et bam, plutôt satisfait, mais derrière, il va y avoir un match quand même, et un match de la division féminine. Alors là, on va avoir Bianca Belair face à Zelina Vega, qui sont donc deux nouvelles arrivantes, quelque part, sur SmackDown. Dorénavant, elles sont installées là. Ça va être un match très rapide. Bianca Belair va placer son Kiss of Death très vite, puisque le match va durer 2 minutes 30. Alors, on notera que Bianca Belair nous est présentée quand même bien, bien dominante, bien forte. Une tenue assez incroyable, on pourra en parler. Voilà, habillée tout de blanc avec le sigle SmackDown imprimé partout. J'ai trouvé son style est assez incroyable à noter. Zelina Vega n'existe pas, quoi. Elle se fait vraiment démonter. Voilà, bim, bam, boum. Au revoir, Zelina. 2 minutes 30, douche comprise. Wouh! Euh, Qu'est-ce que Ah, tu c'est as une pensé branlée, de ce hein. truc Qu'est-ce que tu as pensé de ce squash, mon bon papy? Bah, c'est un peu comme le truc d'avant en fait. Pour moi, c'est une présentation, du personnage de Bianca Belair et donc Zelina Vega pour le coup, elle est vraiment là pour jobber, je pense que là ça elle est partie pour une petite période de vache maigre, Zelina Vega parce que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment du tout d'idées pour elle. Après on est jamais à l'abri d'une surprise, mais du coup là, elle était vraiment, bah, comme on le verra pour un autre catcheur plus tard, elle était vraiment là pour servir, Bianca Belair et montrer Bianca Belair forte. Encore une fois, c'est le début de saison, on a des nouveaux personnages, on met un personnage très fort qui massacre quelqu'un de très faible. C'est du classique, c'est du logique pour moi.
Ouais, là vraiment, bon voilà, de toute façon, il y a pas photo. On sent vraiment que là, autant, autant Bianca Belair est dans la hype, autant, Zelina Vega est vraiment là pour servir de faire valoir. Elle est en jobbing time, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est comme ça, c'est Bianca Belair qu'il faut rendre fort. Et ça marche plutôt pas mal, hein, puisqu'elle est plutôt, Bianca Belair, elle est plutôt impressionnante sur ce coup-là, quoi. Derrière, on va avoir une petite interview avec Shorty G, qui va parler un petit coup à Kayla Bryston et qui va dire qu'il a accepté d'affronter Lars Sullivan ce soir pour montrer que, voilà, pour prouver qu'il aurait dû être considéré dans la draft. Alors, c'est quoi cette histoire là? Considéré dans la draft, c'est donc officiel, Shorty G, c'est un free agent? Non, il a été pris en recrutement free agent, en tout cas. Il est à SmackDown, mais il a pas été pris dans la draft, il a été pris, loin, loin, loin derrière, vraiment, le dernier des derniers. Ah ouais, il a été pris genre, on a appris le truc par Twitter, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Voilà. Et du coup, bah, effectivement, Shorty G, il a un match face au nouveau freak de SmackDown, en l'occurrence Lars Sullivan. Alors là, bah écoute, troisième match de la soirée. Il va y en avoir 4 en tout, hein. Donc 3 matchs dans la soirée, troisième match. Le match va durer 2 minutes. Shorty G va se faire démolir, va se prendre le freak accident par le freak. Et voilà, ça va mal se terminer. Caleb Preston, du coup, va revenir sur le ring très très vite et va demander à Shorty G comment il se porte. Et là, il répond qu'il s'en va. Voilà. I quit. I quit. I quit. Il quitte le petit là, il quitte, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va le retrouver dans quelque part backstage, où il va être rejoint par Adam Pearce, hein, qui fait vraiment office de la figure d'autorité, qui lui demande s'il est conscient de ce qu'il a dit, comme ça, en direct à la télé, à la Fox, petit. Ouais, en même temps, bon, on est sur Fox Sport, il y a eu un petit délocalisation de ce SmackDown. Et il lui dit que ouais, il est tout à fait conscient de ça, qu'il en a marre d'être connu juste pour sa taille. Lui, il veut faire ce qui lui plaît, parce que chacun fait ce qui lui plaît. Et la raison pour laquelle il veut, c'est que dorénavant, on l'appelle Chad Gable. Donc, en l'occurrence, bah, juste son nom, quoi. Alors, mon papy, Bah oui, entre Shorty G, Chad Gable et de l'autre côté, Lars Sullivan, est-ce que ton cœur a choisi? bah oui, moi je trouve que le fric c'est chic et que Lars Sullivan s'est imposé de manière éclatante, dans ce match. Bon, là on a vraiment la copie-collée du match d'avant, hein, entre Bianca Ah Belair ouais. et Zelina Vega. Cette fois-ci, c'est Lars Sullivan qui bouffe, Shorty G. Je suis extrêmement content, du segment post-match avec Shorty G qui dit qu'il tue son personnage Shorty G pour redevenir Chad Gable. Je non pas que Chad Gable, j'en suis fan, mais Shorty G, c'était une catastrophe, c'était un échec complet. On en avait parlé souvent, je pense, en disant que, bah, c'était le mec qui était petit et qui avait que ça avait vraiment aucun intérêt. D'ailleurs, il l'a lui-même dit qu'il voulait plus être connu parce qu'il était petit, donc c'est bien, il a tué son personnage. Je sais pas où ça ira peut-être nulle part, mais au moins, il fallait tuer Shorty G. Je suis ravi qu'il l'ait fait. Bravo Chad Gable. Ouais, c'est au final certainement une bonne chose. De toute façon, je pense que c'est un truc qui le suivra tout au long de sa carrière, le fait que voilà, il fait partie des petits gabarits de la division, que c'est comme ça, et ça sera quelque chose d'incessant, j'ai envie de dire. Et ce Shorty G, il y aura des heels pas sympas qui s'en serviront pour venir l'embêter avec ça. Ah, tu te rappelles du temps genre du Baron Corbin, tu vois, papy, tu vois? Le Ouais, genre de ouais, relou, toujours le relou à la récré, là, tu sais, qui peut-être vient qu'ils vont et puis. s'associer, on sait et peut-être que Chad Gable, du coup, a profité pour repasser, on n'en sait rien. Enfin, de toute façon, il était totalement inintéressant en Shorty G, donc c'est un espoir de reboot pour lui, même si effectivement, il a pas non plus le physique qui lui permettra d'aller, toucher les étoiles, je crains. Non, il aura jamais fait, mais il peut se créer on va dire, un univers, hein, dans la mid-card. Oui, bien sûr et surtout dans la division tag team, je pense, parce que tag team, mine de rien, il suffit qu'ils se mettent avec un mec un peu plus grand et puis après c'est dynamique, ça va super vite. Des mecs comme, Xavier Woods, je pense qu'il est pas super grand non plus, les Usos, ils sont pas méga grands non plus. Enfin, il suffit que tu sois dynamique, tout ça, ça passe beaucoup mieux quand tu es pas tout seul dans le ring, quoi, sur, la scène brute. Donc j'espère pour lui qu'il va retourner là-bas.
Après, je sais pas ce que tu en penses, mais on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus, mais voilà l'exemple typique, mine de rien, d'un mec qui est là quand même depuis quelques années maintenant, entre NXT et le main roster. Voilà, qui est un petit gabarit, pour qui c'est compliqué, et cetera, dans un business tel que celui de la WWE. Mais mine de rien, le mec est là et s'accroche et reste visible, a du temps d'antenne sur un des shows phares de la fédé quand même. Ouais, après, là, c'est le low card, c'est même pas on parlait de mid-card tout à l'heure, lui, c'est vraiment plus le low carder type, quoi. C'est comme tu avais avant des Heath Slater, des Curtis Axel, bon, Bo Dallas, il est là, mais il est plus là, enfin, pas mal de gars qui sont vraiment là pour naviguer en low card. Zack Ryder qui était un low carder, éternel, en fait et bah, il est là, c'est certainement un très bon travailleur, je pense qu'il est apprécié de ses collègues. Heu, Malheureusement, ils ont jamais vraiment d'idée pour lui, quoi. Alors c'est pour ça que j'espère sur une tag team parce qu'une tag team, mine de rien, tu prends n'importe quel low carder, il suffit qu'il ait la bonne tenue, la bonne série, ça part directement au sommet, quoi. Donc je l'espère pour lui, mais sinon, oui, bah, c'est bien en tout cas, c'est bien pour lui, quoi, qu'il reste dans le main roster et puis qu'il disparaisse pas, mais je pense que c'est juste, voilà, il a sa place en low card et je suis pas sûr qu'il en décollera jamais, quoi. On verra, on verra s'il est capable de se sortir de là, de coller un Du coup de talon marasme. et voilà. Sortir de là, voilà. Bon allez, on revient vers le show. Ding dong, qui c'est qui arrive? Bah voici la championne de SmackDown qui est là, voilà, qui est au milieu du ring sur une chaise, voilà, assise et elle est là pour nous faire une petite promo. Elle avoue qu'elle est ici parce qu'elle en a marre, voilà, elle en a marre, Bayley quoi. Durant la semaine, elle fait des interviews pour la WWE, c'est épuisant quoi. Elle a eu 4 interviews et à chaque fois on revenait toujours sur le même sujet. Sacha Banks, bah, en même temps, c'est ton adversaire pour le prochain pay-per-view. Donc, ça peut paraître logique que le journaliste pose des questions sur ton match, mais Maintenant, elle a voilà, passé le contrat! C'est le eh ben contrat, voilà, donc c'est voilà, plus non ton mais elle aime match. pas ça, ouais. Oui, voilà, elle aime pas ça, Bayley. Donc, elle est venue ce soir pour dire une bonne fois pour toutes qu'elle ne signera pas le contrat du match. Voilà. Voilà. Elle explique tout simplement que c'est pas parce qu'elle a peur, mais c'est parce qu'elle mérite pas un match pour son titre. Voilà, tout simplement quoi. On n'est pas la boss qui décide de ce qu'elle veut quoi. C'est elle la boss Bailey quoi. Donc elle considère qu'elle en a terminé avec son ancienne soi-disant meilleure amie hein, et qu'elle a décidé d'aller de l'avant et que Sacha elle a décidé d'être une emmerdeuse. Voilà mon papy où on en est dans cette histoire. C'est un vrai soap hein, cette affaire. Hein. Du coup, Sacha Et Banks a fait son entrée avec le contrat en main. Hein. Voilà, elle a les papiers. Voilà, elle est très administrative finalement, Sacha. Et donc Bailey, elle, par contre, beaucoup moins. Donc elle veut l'attaquer avec sa chaise, mais elle va l'éviter. Elle va en profiter pour lui choper la ceinture. Ah ah ah. La championne veut la récupérer, mais se fait contrer par un gros coup de genou dans ta face. Puis elle est coincée dans la chaise. Alors là, c'est la tête dans la chaise, la tête pressée. Elle se retrouve obligée, mais carrément, voilà. Imaginez la scène. Elle est, voilà, la tête pressé, coincé entre les deux parties de la chaise. C'est une scène horrible que je ne conseille pas aux enfants. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, la tête pressée, elle se retrouve obligée de signer le contrat, ou en tout cas, faites ça au travail, mais surtout, non, ne faites pas ça chez vous. Papy, qu'as-tu pensé de toute cette scène absolument horrible, quoi? ouais, alors horrible. Alors je suis content qu'ils aient moins parlé que d'habitude parce que je crois là que tu as limite dit in extenso ce qu'avait dit Bailey, c'était, ouais, c'était en gros le: «Voilà, je veux pas signer, gna gna gna, je suis méchante, je veux pas signer, vous m'aurez pas, je veux pas signer». Par contre, quand tu as Sacha qui arrive dans le ring avec un contrat à la main, son premier réflexe, au lieu de se barrer, bah, c'est de rester là et d'essayer de l'attaquer comme une conne et puis, bah, de te faire avoir quoi. Bailey qui est forcément méchante, donc stupide et donc qui reste dans le ring alors que Sacha veut manifestement, lui forcer à signer le contrat et bah, au final, elle se fait piéger par la chaise, sa fidèle amie, celle sur qui, elle s'assoit, semaine après semaine, qu'elle prend dans ses bras, qu'elle caresse, qu'elle fracasse des têtes avec et ben, là, c'est sa tête à elle qui se fait coincer dedans. Elle se retrouve à signer, bah, c'était du coup, on aura le match au pay-per-view. C'était attendu parce qu'ils allaient pas annuler le match, 2 jours avant le pay-per-view, sachant en plus que la carte est quand même particulièrement vide. Mais c'est bien, enfin bon, encore une fois, je préfère, qu'ils se tapent dessus, qu'ils parlent moins que des longs segments à faire du «je pleure et tu m'as trahi» et «non mais c'est pas moi qui t'ai trahi, c'est toi qui m'as trahi d'abord» et puis patati patata. Là, au moins, ça s'est fini en coup de poing, et chaise dans la gueule donc c'est très bien, vivement Hell in a Cell.
Ouais, bah écoute, moi c'est un peu le premier truc qui me vend un peu le pay-per-view, tu vois. C'est un peu le truc qui rappelle que c'est le Go Home Show, quoi. Donc je peux être assez critique parfois sur Bailey ou sur Sasha Banks ou cette rivalité au long cours, hein, par moment. Mais globalement, moi je trouve qu'elles ont fait plutôt le taf. Mmh. Elles ont vendu leur truc. Elles ont vendu, bah ouais, voilà, elles ont vendu leur truc pour dimanche. Et voilà, et finalement, c'est leur affaire. C'est, bah vous voyez, nous, ça va se passer un peu comme ça. Et ce match, il est attendu. Ça fait un sacré moment qu'on le vend et revend. Et finalement, c'est pas si mal. Est-ce que ça, c'est pas un signe que finalement, peut-être comme à Raw, tu vois, le tout haut de la carte à SmackDown chez les filles, bah, il est un petit peu trop seul. Il y a peut-être une ou deux catcheuses et puis le reste du monde. Ah bah, il y en a 2, en l'occurrence, les 2 qui sont à Hell in a Cell et bah, là, c'est pour ça que je suis heureux d'avoir vu Bianca Belair avoir un match un peu avant, parce que le SmackDown d'avant, je crois qu'il y avait eu 0 segment féminin, hormis Sacha et Bayley, encore une fois et donc elle s'est vraiment trop seule. Peu de temps avant, il y avait eu, Nikki Cross et Alexa Bliss qui s'étaient détachées, mais elles sont parties à Raw. Donc il y avait plus rien du tout, côté bleu et donc si Bianca Belair, sort un peu, bah, de l'ombre pour, bah, ça je pense que ça peut être la personne qui fera le lien entre le marasme, de la low card féminine et le top de la low card de la carte féminine. Parce que le top de la carte féminine est vraiment intéressant, hein, que ce soit à SmackDown, même à Raw avec Asuka, c'est des super catcheuses, hein, mais par contre derrière tu as vraiment rien, c'est le désert donc bah, Bianca moi je mise grandement sur Bianca Belair pour, être la personne qui sera peut-être pas au main event tout de suite, mais en tout cas qui va permettre de se rapprocher un petit peu et espérons qu'on voit d'autres filles dans les prochaines semaines, s'intégrer un peu. Alors malheureusement, ils ont pas récupéré les meilleures filles, côté SmackDown parce que de mémoire, il y a donc Zelina, il y a Carmella, il y a comment elle s'appelle? Billie Kay, il doit y avoir Tamina aussi, Natalya. Donc c'est pas celles qui font rêver, quoi. Mais bon, pourquoi pas? Peut-être qu'il y aura une idée derrière la tête, je ne sais pas. Que je croise les doigts en tout cas. Ouais, ouais, c'est pas si mal. Écoute, comme toi, je vais espérer pas mal sur l'arrivée de Bianca Belair quand même, malgré tout. Et effectivement, sinon, ça peut être toujours compliqué cette division féminine. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, on va repartir sur le procès donc, qui se passe sur la fameuse série où il y a les témoins des deux parties qui prennent la parole. Donc, il y a John Morrison qui va parler, hein, qui va affirmer qu'il a été blessé moralement par les attaques répétées d'Otis, alors que Rey Mysterio, lui, parce qu'il y a Rey Mysterio qui est là, oui, il faut vous signaler, Rey Mysterio va venir témoigner en faveur d'Otis, quoi, et il affirme qu'en tant Contre que Luchador. participant, ouais, voilà, en tant que participant au ladder match, la mallette revient donc logiquement au vainqueur et donc à Otis. Donc Rey Mysterio est vraiment du côté du reglamante. Et voilà, il y a même Asuka qui va venir témoigner, mais elle ne témoigne qu'en japonais. Donc vous m'excuserez de ne pas faire la traduction. En l'occurrence, la femme de Yeren n'est pas présente pour nous faire une petite traduction. Donc j'aurais été curieux ce qu'il lui explique. Et du coup, devant l'incompréhension de JBL, c'est Teddy Long qui va venir se montrer, qui va dire qu'il, lui, il parle japonais, qu'il a compris le témoignage de la championne d'Euro, qui n'est que ce que finalement la même chose que ce que disait Mysterio. Donc on est vachement avancé dans cette affaire. Et finalement, on va voir Tucker qui va bien évidemment venir dans le même sens. Va même ajouter que le Miz mérite un peu finalement tout ce qui lui arrive. Le Miz va pas être content, mais va être interrompu par Ron Simon. Voilà, tout ça, c'est un peu de la farce, c'est un peu de la blague. JBL allait rendre son verdict quand le Miz souhaite apporter une nouvelle preuve. Cette preuve, si Otis semble gager le procès, JB fait volte-face. Et cette preuve, c'est quoi? C'est une mallette noire. Et où il semblerait que, apparemment, eh bien, écoute, il y a beaucoup d'argent. Donc finalement, la corruption, de toute façon, à la WWE ou dans les palais de justice aux États-Unis, bah, c'est un peu kiff kiff, bourricot. Et finalement, le Miz, bah, tout simplement, achète JBL. Ne penses-tu pas que c'est un scandale absolu, papy, ça, quand même? Non, non, au contraire. Au contraire, je suis ravi de cette fin de segment parce que j'ai eu Ah peur que ouais? Otis s'en sorte. Et non, Otis Ah! a perdu. Oui, Otis a perdu et du coup, il se retrouve, à Hell in a Cell. C'est merveilleux ça. Vous avez enfin quelque chose qui existe sur cette, mallette. Enfin, un rebondissement. Bon, c'est encore une fois un grand guignolesque, n'importe quoi, Asuka qui parle japonais, Teddy Long qui dit qu'il comprend, les yeux de JBL qui font, gling gling quand il voit de l'argent, mais tadam toutes les 2 secondes, tadam, tadam et puis du coup, JBL qui se dit: «Mais c'est quoi ce bruit au fait depuis tout à l'heure qu'on entend?»
c'était n'importe quoi de chez n'importe quoi, mais le grand final, c'est quand même, la décision de JBL qui allait taper en disant qu'Otis avait gagné parce qu'il avait effectivement dit, dans un discours, magnifique que, mine de rien, Otis était le gagnant légal du truc et que de toute façon, il y avait 1 an pour utiliser sa mallette et que s'il l'avait pas utilisé, c'était pas grave et que le Miz avait c'est n'importe quoi sa demande et que vu qu'on était dans le catch et qu'ils ont le droit de se taper quand même, bref. Et ben non, le Miz arrive à retourner la situation avec sa mallette pleine d'argent et du coup, on a, peut-être, le 1er segment enfin la première chose intéressante par rapport à la mallette, c'est un match pour garder ou pas la mallette entre, le Miz et Mais oui, Otis. Ça, c'est la grosse nouvelle ça, mais oui, je crois pas que c'est parce que le plafond. tout à fait, tu as raison. C'est de toute façon, voilà, je vais pas t'enflammer sur ce sujet et tu as bien raison de t'enflammer sur ce sujet car comme tu le dis si bien, enfin, il se passe quelque chose. Et enfin et en plus, si tu veux, moi, ça a été au-delà même de mes espérances puisque sur l'instant, je n'aurais pas pensé que nous aurions droit à un match dès dimanche. Que dès dimanche, ils allaient décider de régler ça en disant bon bah voilà, puisque c'est comme ça, voilà, il va y avoir un match dimanche entre les deux. Donc incroyable retournement de situation. Il suffit d'un juge acheté par le Miz, voilà, corruption de fonctionnaires, et grâce à ça, et ben on a un match dimanche à Hell in a Cell. Ouais, je t'avoue que finalement, je m'en suis beaucoup plaint. Donc du coup, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle ce truc. C'est Bah oui, plutôt la corruption, ça tombé. a du bon. Vive la corruption! Dans le catch, en tout cas, oui, effectivement, ça peut être considéré comme une bonne chose. On se plaint beaucoup, mes amis, ces dernières semaines, de comment est traitée la mallette Money in the Bank. Enfin, en l'occurrence, moi. Non, mais je suis Moi, d'accord avec toi, hein, c'était n'importe voilà. quoi, hein. Et voilà, je crois que globalement, on s'est beaucoup plaint de ça. Donc, du coup, finalement, il se passe un espèce de rebondissement comme ça, un petit peu bizarre et un petit peu vraiment à la sauce. Alors là, pour le coup, l'histoire du tribunal, etc., c'est des choses qu'on a déjà vues à WWE, Papy, hein. Oui, bon, c'est du classicisme, terrible, et puis non, ils l'ont pris, comme je le disais, sous le signe de la rigolade et de n'importe quoi, puis voilà, faites-vous plaisir. L'essentiel, je pense que c'est voilà, c'est un one shot pour faire un petit peu d'audience du côté de la Fox et puis, qui peut-être moins l'habitude que les suiveurs réguliers de la WWE et puis derrière, ça nous fait un match pour Hell in a Cell. On manquait de match à Hell in a Cell, en plus, c'est un match pour la mallette, c'est que demander de plus, hein? Ouais, tout à fait, ouais. Ah oui, 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 là, la mallette est engagée, et cetera, donc là, il y a pas d'histoire, quoi, donc non, non, c'est vraiment, vraiment, voilà, l'affaire est là, l'affaire est faite. C'est peut-être même l'affaire de ce SmackDown, qui sait, hein, mais en tout cas, c'est quand même une grosse, grosse information, que, moi, personnellement, je n'attendais pas. C'était vraiment, voilà, j'étais un peu, je vous avoue, la mallette, là, ces derniers temps, de toute façon, à chaque fois qu'apparaissait Otis ou quoi que ce soit, on était un petit peu en mode, mais bon, rien à foutre, quoi. Mais c'était un peu triste d'ailleurs d'en être là. Et finalement, ce segment de comedy wrestling était plutôt le bienvenu puisqu'il nous a booké quelque chose et ça nous fait déboucher sur un match dimanche. Donc finalement, écoute, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, la mallette est un peu on va dire que toutes les histoires possibles autour de la mallette vont peut-être enfin se concrétiser avec ce nouveau match. Espérons. On attend que ça. Allez, derrière, on va avoir un match entre l'ancien Messie du lundi soir et l'ancien disciple du Messie du lundi soir. Sauf que ça se passe le vendredi soir maintenant et ils sont tous les deux à SmackDown. Les débuts à SmackDown pour Seth Rollins et Murphy dans le ring. Alors là, on va avoir le deuxième gros combat. Il n'y aura eu que 4 combats de toute façon ce soir. On aura le deuxième gros combat de la soirée. Tu vas pouvoir m'en dire plus, mon papy, puisqu'on va avoir un match de 17 minutes 10 même. Et Murphy a bien semblé à plusieurs occasions capable de remporter la mise, hein. Il a fait un gros match, le Murphy, quoi. Seth Rollins va réussir à renverser la vapeur, mais ça sera vraiment chaud. Il faudra qu'il sorte tout son arsenal, quoi, les clotheslines, les Falcon Arrow, la totale. Il va falloir qu'il exécute son blackout, son curve stomp à la fin du combat pour pouvoir véritablement décimer son disciple, quoi. Donc blackout pour la victoire de Seth Rollins au bout de 17 minutes 10 de match intense. À la fin du match,
Le Messie va continuer d'attaquer son ancien disciple, mais il va sortir le Kendo Stick. Alors Kendo Stick, on en a déjà longuement parlé dans plusieurs reviews parce que décidément, Murphy semble abonné à cette torture. Mais pendant ce temps-là, il y a la fille Mysterio qui est dans le coin, Alia, qui regardait le match, voilà, par hasard, en compagnie de papa et du frangin, et qui va demander d'aller aider l'Australien, ce que vont refuser les deux hommes. Et donc, du coup, la fille de la famille va se décider à y aller seule et va aller protéger son ami, ce qui n'est pas du tout du goût de Dominique, qui va se voir obligé un peu d'intervenir. Le papa, Rey Mysterio, arrive ensuite armé d'une chaise. En ce moment, la chaise, c'est très, très, très fun. C'est très, très, très hype à la WWE. Et il va faire fuir le Greater God. Il va faire fuir Seth Rollins. Et Alia et Murphy vont rester ensemble sur le ring. Ça se finit là-dessus. Mon bon papy, on en a déjà parlé la semaine dernière, donc on en reparle cette semaine. Ils ont transvasé la feud, la rivalité d'Euro à SmackDown. Alors, comment tu prends tout ce truc-là? Bah, alors déjà, je prends, le match avec grand plaisir parce que 17 minutes de très haut Ah, niveau, le match, ouais. avec, ouais, de rien acheter. Ils ont vraiment fait de la bonne psychologie sur pas mal de segments. Effectivement, avec Alia qui regardait, le Murphy avec de la crainte et c'est son frère et son père qui disaient: «Non, mais arrête de regarder le match, tu as pas à soutenir Murphy». Alors si, c'est vrai, la pauvre, franchement, elle vit dans une famille un peu spéciale parce qu'il l'empêche même de regarder la télé, la pauvre Alia. Donc les Mysterio, ça rigole pas, hein. Et donc bah, Murphy qui une nouvelle fois, alors j'ai un petit doute quand même, parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois qu'on voit Murphy sortir des énormes matchs contre des top stars. J'ai le souvenir qu'il a affronté, je crois, Bryan à une époque, qui fait des grands matchs contre lui aussi. À l'époque où avant, enfin il y a longtemps là, quand il s'est enfin lancé en solo d'ailleurs. Et derrière, ça n'avait pas débouché sur grand chose. Donc j'espère que là, ça lui permettra que cette, rivalité-là permettra non seulement à Dominique de rentrer dans le main roster, mais aussi à Murphy d'éclater, au plus haut niveau parce que franchement, je trouve qu'il le mérite. Ça fait quand même plusieurs fois, qu'on trouve qu'il fait des super matchs. Bon la fin de l'histoire avec, Aliyah qui finalement protège plus Murphy qu'elle protège son propre frère, lors de l'attaque de Rollins. Bon, on parlait de soap tout à l'heure entre Bayley et Sacha, là, c'est pure soap aussi, hein, entre, Aliyah qui est dans les bras de Murphy, Murphy qui regarde, papa et frérot qui jettent des regards noirs en disant: «Non, pas ma fille, pas ma sœur, va pas voir l'Australien, ils sont fous là-bas». Non, mais que se passe-t-il? Et puis tel un soap, tu as la caméra qui se fige, alors que les gens se regardent et que se passera-t-il? On verra la semaine prochaine, peut-être que l'un d'entre eux le jettera un autre regard, dira: «Ne pars pas, reste avec moi, prends ma main», je ne sais pas. Je ne sais qu'est-ce, mais en tout cas, il ne faut pas oublier que c'était un super match. Voilà pour ce match Ouais, qui ouais. était bien plaisant. Je te rejoins complètement, vraiment la qualité du combat là, entre les cordes, c'était, fantastique quoi. Les 2. Ah et puis, Murphy, on l'oublie souvent à force quoi, avec son rôle de disciple, tout ça, mais c'est un sacré athlète quoi. Et ça a envoyé du très, très lourd, hein, de la grosse souplesse, voilà, quelques moments, quelques phases un peu où on se tient, on se chope dans les cordes, on se met des coups, on se strike, puis finalement on revient un peu au sol, ça tente des soumissions, mais bam, ça va rebalancer un coup de genou derrière. Enfin vraiment, entre les cordes, c'était vraiment super propre. Alors bon, moi, le transvasement de la rivalité, si tu veux, bon bah là, on avait eu un peu de temps, entre guillemets, pour s'y faire puisque voilà, à partir du moment de la draft, on savait là dorénavant que voilà, on allait retrouver tous ces acteurs dans cette rivalité-là. Bon, du coup, c'est sympa, mais j'aurais aimé un peu qu'on passe à autre chose. Mais j'ai bon espoir parce qu'en même temps, je me dis, bah justement, peut-être ce combat-là, Rollins-Murphy, là, c'est un petit peu le basculement vers autre chose. Et peut-être qu'on va nous proposer un peu autre chose dans cette rivalité-là. Donc, du coup bah, je me dis, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je confirme que oui, Murphy entre les cordes, comme de toute façon Rollins, nous assure d'un truc vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment, vraiment bien aimé tout ce passage. C'était bien. C'est bien, on est bien, c'est bien, on aime bien quand on est enthousiaste comme ça, quoi, ça c'est cool. Voilà, quoi, qu'il y a un bon segment qui s'est bien passé dans des bonnes conditions. Merci la WWE, nous vous remercions. Et après cette pause, nous allons rejoindre Roman Reigns et Paul Heyman qui vont faire leur entrée. Ils sont tout de suite interrompus, hein, parce qu'on croit que c'est Jey Uso qui s'est infiltré dans le vestiaire de Reigns et qui s'est assis à sa place. Voilà, qui dit que c'est bon d'être à la place du chef.
En fait, c'est en réalité, vous l'avez bien compris, en fait, c'était le frangin, les jumeaux. Donc, le frangin Uso qui a usé de cette petite distraction, en l'occurrence Jimmy, pour permettre à Jay d'attaquer par derrière le cousin. Voilà, ça, c'est pas beau. Alors, évidemment, mon bon papy, je te le donne en mille. Avec quoi il est armé, le Jay? Avec une table? Eh mais non, avec une chaise. Voilà quoi, Ah! donc mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment se fait-ce? Eh, écoutez, voilà, voilà, évidemment, une chaise, hein, bien évidemment, parce que quand on attaque quelqu'un dorénavant, c'est systématiquement une chaise, ou sauf quand on est Murphy, on a le droit au kendo stick. Mais Voilà, sinon, celui c'est pas elle est possible. spéciale. Le challenger va quand même. Ouais, ouais. Le challenger, il va quand même être contré par le champion, qui va quand même réussir à le mettre à terre, qui va lui exécuter un petit splash, comme ça, un petit splash des familles, en passant. Il est rejoint par le frangin, et ils repartent satisfaits de ce qui vient de se passer. Roman Reigns, il va se relever quand même difficilement, mais il va alpaguer les jumeaux en leur disant que s'ils ne comprennent pas leurs actes, que leurs actes vont avoir des conséquences. Et ça, c'est pas bien, les cousins. Vous vous rendez pas compte, il va y avoir des grandes conséquences. Parce que Roman, il n'est pas leur champion, il n'est pas le visage de SmackDown, il n'est pas le top face, il n'est pas le top heel, il n'est pas le top man de la compagnie, mais il est très bien, il est le chef. Voilà, je crois que quand il a dit ça, Roman, à peu près tout est dit. Si Uso parvient à le faire abandonner, il pourra toujours vivre et se relever. Mais ça, c'est pas le cas pour Jey Uso, qui lui ne pourra plus vivre en sachant l'humiliation qu'il aura subie à Hell in a Cell. Quant à Uso, si Jey Uso il perd, lui, son frère, leur femme, enfants et futurs petits-enfants, parce que alors là, il a mis 4 générations dans l'affaire, hein, ils seront tout simplement bannis et exclus de la famille. Alors là, les Samoans, quand on vous dit qu'ils ne déconnent pas avec la famille, bah là, on est vraiment dans un exemple ultime, puisque Ouais. non seulement ils vont nous mettre un Hell in a Cell match, I Quit match dimanche entre les deux cousins, mais en plus, carrément, le chef tribal a carrément décidé qu'il allait bannir de la famille les cousins si jamais ça se passait mal pour eux, quoi. Alors, Alors là, mon il me papy, semble je qu'une crois petite que tu as des choses à dire là-dessus. oui, il y a une petite subtilité, je crois, en fait. Il me semble que Roman, ce qu'il dit exactement, c'est que si jamais, Je bon, Roman s'impose et que Jey abandonne, soit Jey Uso, et son frère rejoignent, le clan en admettant que Roman est le leader de la tribu, soit effectivement ils seront bannis de la tribu et leurs familles et cetera et leurs enfants et cetera. Donc il y a une espèce de petit truc en disant: «Si jamais je te chope, bah, là tu deviendras, mon acolyte ou alors tu es viré des Samoans et tu dégages et voilà, tu es ruiné, tout ce que tu veux». Donc je pense que derrière ça, il y aura certainement une petite, tension avec notamment, Jimmy, parce qu'en fait pendant tout le segment où, Roman Reigns parle au micro, finalement c'était, autant Jey qui va l'affronter ce week-end était en mode, «Ouais vas-y tu rigoles, je vais t'affronter, je vais te massacrer, j'ai pas peur de toi». Autant Jimmy, qui est toujours blessé, lui, tu avais l'impression qu'il entendait bien les paroles de Roman et qu'il se disait: «Purée, là il y a des gros enjeux, dans le truc». Parce que, en fait, Roman a présenté le truc en disant: «Il y aura pas de bonne solution. Soit, moi Roman je perds et dans ce cas-là, il y a plus de chef dans la tribu va se planter. Soit, moi je gagne et dans ce cas-là, vous devenez mes acolytes ou alors vous disparaissez». Donc, là ils ont, Roman il leur a vraiment foutu la pression avec sa voix toujours cassée là, en mode parrain: «Hey, vous allez voir ce qui va vous arriver les gars». Donc, voilà, c'est Roman le parrain qui fait peur aux cousins. C'est vivement dimanche! Oui, vivement dimanche. Après, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que effectivement Jimmy n'a pas la même réaction que Jay, face à tout ce qui se passe et face aux intimidations et aux promesses, très, 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 très méchantes de Roman Reigns. Et du coup, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un espèce de décalage entre les 2 frères. Donc peut-être que concernant, notre Jimmy, qui lui est pas dans l'équation parce que lui ne catche pas, il est toujours blessé, mais peut-être plus pour très longtemps. On va avoir des surprises dimanche dans ce match de toute façon. Ça va pas se passer comme ça, quoi. Ouais Ça et va en être plus une Jimmy affaire est déjà intervenu dans le dernier pay-per-view, hein, en jetant la serviette. Donc, mine de rien, c'était peut-être un truc anodin la première fois, mais ils sont peut-être vraiment, tous les 3 impliqués dans la rivalité. ouais, ouais, complètement. Enfin voilà, ainsi se termine, finalement, c'était notre main event, hein, le main event catch qui était vraiment le Rollins-Murphy. Donc, on va passer à la tradition pour ce SmackDown du 23 octobre 2020. Mon bon papy, ton top, ton flop et ta note.
Ouh! Et ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai trouvé que c'était un plutôt bon show. J'ai pas trouvé de gros points faibles, donc je vais garder le flop pour après, le temps que je me remette le show en tête. Mon top, je vais le donner, allez, on va le donner à du catch du coup, même s'il y a eu plusieurs trucs sympas. Je vais le donner à Rollins, versus, Murphy, 17 matchs de catch, très bon niveau, pas en mai ouais, en quasi main event. Donc c'était très bien, on avait dit la semaine dernière qu'on avait eu un bon show, de fin de saison, là on a un bon show de go home show, donc c'est bien, on est gâtés. Enfin moi en tout cas je trouve qu'on est plutôt gâtés côté SmackDown ces temps-ci, avec peu de matchs, mais des matchs plutôt, bien faits quoi. Donc c'était très bien. Mon flop du coup, je sais pas quoi dire, hein, mon flop. Bah, je vais le donner à, allez, c'est vraiment un flop pour de donner un flop. Je vais le donner à Sami Zayn qui pour l'instant, fait homme de couloir. Ça fait 2 semaines de suite qu'il croise des gens en disant: «Ouais, moi je veux pas me battre», donc il a voulu pas me battre contre Otis. Il veut pas se battre contre Daniel Bryan. Je sais bien que c'est pour construire son personnage, mais j'espère quand même qu'on le verra un jour dans le ring parce qu'il est plutôt pas maladroit dans le ring, donc un tout petit flop, à Sami Zayn, vraiment histoire d'en donner un. Et ma note, bah, c'était un show moi qui m'a vachement plu, bien tout n'était pas parfait, mais là, le Go Home Show, bah, les alors il y a que 2 matchs, hein, enfin 2 et demi avec l'Otis, Miz, mais les 2 et demi matchs ont été bookés, enfin en tout cas ont été bien promus pour le pay-per-view. On a eu un gros match, en main event, un bon match en ouverture. Les petits nouveaux commencent à montrer leur tête, donc plutôt bien satisfait, de ce SmackDown. Je vais mettre à, allez, c'est la fête du slip, on va mettre à 3,5. Ah ouais, 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 effectivement, ouais, une très, très belle note du papy là. Attention, 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 attention. Bon, cela dit, moi, ce SmackDown, je m'a pas laissé de marbre non plus. Bon, je regretterais qu'il y ait que 4 matchs, dont 4 matchs, il y en a 2 qui durent que 2 minutes, quoi. Donc, effectivement, voilà, on a 2 squash de l'autre côté. Voilà, celui de Bianca Belair et celui de Lars Sullivan. Je suis pas sûr, voilà, que l'équilibrage est vraiment forcément super bien, super à l'avantage de ces superstars là. Mais en tout cas, en ce qui concerne le main event, le fait que comment Roman Reigns s'impose auprès des cousins, comment ça renvoie dans les différentes rivalités. La Tag Team Division a relevé bien la tête et tout ça. Donc finalement, je suis content de ce qui se passe sur la mallette parce que je me dis qu'avec un petit miracle, ils vont peut-être se rendre compte un peu de l'erreur totale et qui vont essayer un peu de rectifier le tir en faisant récupérer peut-être la mallette par le Miz, qui sait. On va en parler dans les pronos là après là. Donc du coup, tout ça, c'était ça en faisait un épisode qui était ouais, assez équilibré. Puis donc moi, je vais mettre mon top au retour de Daniel Bryan, voilà, parce que moi, j'ai été vraiment super content de revoir l'American Dragon, l'a vraiment relancé, le revoir dans le ring et tout. Donc ça veut dire que là, on a l'assurance de l'avoir un peu de relance un peu dans la bagarre, et ça c'est cool. Donc moi je suis bien bien content de revoir Daniel Bryan dans le truc. S'il se lance dans le premier temps dans la division par équipe, bah pourquoi pas, hein. Il y a fait des belles heures. Donc que ce soit avec Rowan, que ce soit avec Kane, enfin avec tous ceux à qui il est passé par équipe. En général, il nous fait souvent plaisir, Daniel Bryan. Donc je suis bien content du retour de l'American Dragon aux affaires. Ça fait vraiment plaisir. En plus, là, associé avec ce trio dont on a parlé au début de review, Brian, Owens, Zayn, tout ça. Moi, ça me va plutôt bien, tout ça. Donc, allez, on y va à fond. Donc, mon top à Daniel Bryan et mon flop, je vais le donner à Zelina Vega, juste parce que, d'accord, bon, elle s'est fait squasher, elle est venue pour jobber pour Bianca Belair, etc. Mais je regardais un petit peu, voilà, avec nostalgie, quand on parlait d'elle du temps de Angel Garza, de Andrade pendant voilà, le mars Covid, là, le mois de mars Covid, là, et les premières semaines du confinement et tout ça. On avait même titré Roy Zelina. Voilà, Zelina semblait être dans la hype. Voilà, on était au mois de mars. Et ben, vous voyez comment dans le catch, tout va très très vite, puisque là, on est fin octobre. Et là, Zelina, elle se retrouve juste à faire du jogging pour Bianca Belair, quoi. Donc, c'est assez triste comment un personnage peut s'effondrer comme ça. Donc voilà, quoi. Je lui mets mon flop, mais c'est plus par dépit qu'autre chose, quoi. Et la note, je vais quand même lui mettre. Alors, je reviens pas, papy, t'as mis un 3,5. Euh, Je je suis vais chaud. pas aller jusque-là. Ah ouais, là, t'es super chaud, hein. Mais moi, ça manquait un peu, voilà, 4, 2 matchs de 2 minutes, tout ça. Pour moi, c'est un petit peu. C'est vrai que même si Rollins Murphy et le match tag team sont des matchs super,
Bah, au final, on rame un peu quoi, avec l'histoire de Shorty G. Bon, bah, il change de nom. Ok, génial. Bon, tu vois, ça, il y a tout un tas de trucs quand même, moi, je peux pas mettre un 3,5 à un show pareil. Donc, je vais plutôt être. Je vais lui donner la moyenne, un peu plus que la moyenne, mais je vais rester relativement sage sur ce coup-là. Et peut-être un peu moins dans les pronos, on verra. Et donc, je vais lui mettre un 2,75 à ce show. Allez, voilà. Alors, pour les pronos, comment on fait, mon papy? Comment tu veux faire? Est-ce que tu as le nom de tous ceux qui ont commis des pronostics dans le Discord de la chaîne Catch-Up? Eh bah, oui, alors je vais le lire tout de suite. Nous Ah bah c'est avons magnifique. quelqu'un de très important qui s'appelle Yerem, que vous connaissez tous, que Ah, les enfants El adorent, que les Patron. adultes adorent, que les femmes adorent, tout le monde adore, c'est Yerem, c'est le patron. Nous avons un deuxième participant qui est quelqu'un qui a changé de nom, je pense récemment, mais qui s'appelle désormais Jeux Uso. Tu sais, c'est un petit jeu avec Jey Uso peut-être, on ne sait pas, c'est quelqu'un d'assez comique. Un troisième participant, qui s'appelle Anne Tifayan, donc voilà. Un quatrième Max Hardy, un cinquième Black, une sixième Joanna Bebelu et un septième qui adore pronostiquer parce qu'il sait que je galérais avec son nom, c'est Zeltexen, Xexefren, Xexefren, Texan. Voilà, la big up à tous Xexefren. ceux-là, quoi. Déjà, voilà, voilà. Ils ont réussi. Après, c'est chaud, on peut pas prévenir tout le monde, on prévient, nous-mêmes, on s'organise sur les enregistrements un peu à l'arrache. Donc, du coup, bah, on chope au passage un peu les pronos de ceux qui arrivent sur notre Discord à ce moment-là et qui voient qu'on fait une petite annonce. Alors, bon Et papy, la il y a carte est 5 venue tard. matchs. La carte était Voilà. venue Il y a tard en plus, hein. La carte, en plus, est venue tard. Finalement, il n'y a pas beaucoup de matchs annoncés. Au final, il n'y a que 5 matchs sur la carte. Et ces matchs, écoute, comment on fait? Je les annonce et puis tu nous balances les pronos. On fait Alors, comme ça. on commence avec le single match. Single match, Jeff Hardy versus Elias. Ton prono, papy. Alors mon prono, qui est aussi le prono de l'ensemble, si je dis pas de bêtises, des participants. C'est un prono musical, vu que c'est Elias qui revient en force, qui lance un album, face à Jeff Hardy qui est un vétéran qui a absolument pas besoin de cette victoire-là. Donc moi je le donne à Elias, sans trop hésiter. Ouais, pareil que Mireille, je le donne à Elias aussi. Là, je vois pas comment c'est possible que le chanteur, hein, le chanteur catcher puisse pas démolir Jeff Hardy pour son retour, surtout dans la hype dans laquelle il est. Comment ça a été vendu là, avec son album, il a eu droit à 2 chansons cette semaine en weekly. Donc non, non, là, je peux pas croire que c'est possible. Je peux pas croire. Donc je vais donner Elias. Ensuite, deuxième match, Otis versus The Miz, contract holder, single match for the Money in the Bank contract. Ouh, Alors, alors là, c'est bien plus partagé là. Parce que nous avons, alors attends, 2 versus 2, 4. Alors nous avons 4 personnes pour Miz et 3 personnes pour Otis. Donc pour Otis, donc ce sera ouh, Sexienne, Max Hardy et Anne qui fait Anne, et les autres bien sûr ont misé sur le Miz. Donc du coup 4 contre 3. Ouh là 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 là, et ben, je comprends que ce soit partagé car moi-même j'hésite grandement. Parce que mon cœur, ah, tout comme celui de Irem qui a voté Mise pour te redonner de l'espoir, qui t'a fait une petite dédicace, bah, mon cœur en fait irait comme Irem pour arrêter tes souffrances, tonton, et redonner la palette aux Miz, parce que je pense qu'ils pourront jamais s'en sortir avec, Otis et une mallette. Par contre Otis qui perd la mallette, ça peut ouvrir des opportunités. Ça peut être le mec après qui a SmackDown et puis, je sais pas moi, les faces, les Usos ou n'importe qui vient le voir en disant: «Mais tu es con quoi, putain, tu avais une opportunité de te débarrasser de Roman Reigns et tu trouves le moyen de perdre la mallette». Donc je pense que ça pourrait être sympa. Donc je vais écouter mon cœur car, le cœur, sait raison que la raison ignore, et donc je vais voter le Miz. Et toi tonton? eh ben moi écoute, voilà, hein, comme l'a écrit donc le patron qui veut que redonner de l'espoir en l'être humain, bah, il a raison cet homme. Et moi aussi, hein, je vais voter pour le mise. Hein. Ah, moi j'espère que vraiment, vraiment on va passer à autre chose avec la mallette et que au moins de novembre jusqu'à, allez, on va dire jusqu'à mars, la mallette soit représentée fièrement et reprenne un petit peu d'aura grâce à un détenteur voilà, un peu plus chevronné et qui représente vraiment quelque chose de crédible et de dangereux. Et pas un... Je ne reproche absolument pas à Otis le fait d'être un comedy wrestler, d'être un bon gros bagarreur, bonhomme en grenouillère, qui vient faire des segments marrons parfois avec des cuisses de dinde, avec des choses comme ça. Mais voilà, vous voyez, le simple fait de parler comme ça
de ce qu'est son personnage réellement, bah, ça correspond pas au grand catcheur. Je suis désolé, compris cette mallette, quoi. Et voilà. Et il y a quand même du très, 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 très lourd sur cette mallette, quoi. Et vraiment, c'était depuis le début, c'est quand même mon énorme déception. Je l'ai déjà dit, au regard du line-up qu'il y avait pour le match Money in the Bank 2020, il y aurait eu moyen d'avoir un beaucoup plus détenteur de mallette, tu vois, un peu plus croustillant, qui nous amène un peu plus de suspense, un peu plus de quoi faire trembler. Jamais, depuis que Otis a cette mallette, on a tremblé pour le titre de champion du monde, que ce soit à Raw comme à SmackDown. T'es pas d'accord? Ah ouais, non, non, mais il est inexistant malheureusement et ça me fait pas plaisir pour lui, hein, parce que je pense qu'il doit aussi en souffrir d'être complètement, voilà, sans intérêt en fait. C'est triste à dire, mais c'est ça, quoi. Donc bah, son personnage est pas mort comme tu le dis, il a des qualités quand même, même si, tout le monde n'est pas fan, mais il a quand même des qualités. Il faut le reconstruire, c'est tout et là, ils ont en plus, je pense que lui, ça lui a fait très, très mal, le fait qu'il y ait pas de public, hein. Parce que, Otis sans public, il perd 90 de l'intérêt du personnage, quoi. Ouais, 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 je suis assez d'accord avec ça. Bon, allez, numéro 3, Bailey, Sasha Banks. Et il c'est le match pour le WWE SmackDown Women's Championship. Papy, Mmh. Alors là, c'est partagé aussi, mais un petit peu moins, parce qu'on a 5 personnes qui ont voté pour, Sacha, notamment Irem qui pense que, bah, le Hell in a Cell, c'est pile poil sa stipulation et nous avons 2 personnes qui tentent un peu le coup de rester avec Bayley, donc le fameux Jey Uso et Han Tifehan qui sont les champions pour, voter pour la championne. C'est compliqué, je trouve ce pay-per-view à voter. Je vais voter alors, je si on avait été plus proche de Mania, j'aurais voté pour, Bayley parce que je pense que le Sacha Bayley, c'est enfin, le jour où Bayley va perdre la ceinture et que Sacha va la récupérer, ça sera un gros payoff, un gros truc, enfin, un moment important. Mais du coup, en fait, comme le pay-per-view d'après, c'est, Survivor Series, qui est pas vraiment un match, enfin, un pay-per-view qui est fait pour avoir un match féminin en match final, et qu'après TLC, ça ferait trop loin. Je pense que si Bayley doit perdre la ceinture, Sacha, ça peut être que maintenant, quitte à ce qu'après elle le récupère, dans les prochains mois, j'en sais rien. Mais donc du coup, je vais voter Sacha en misant sur le fait que, bah, ça permettra de poursuivre la rivalité entre eux 2. Tandis que si Bayley gagne, je pense que ça sera compliqué d'imaginer la suite, en fait. Voilà, j'arrive pas à imaginer la suite si Bayley gagne. Donc Sacha. Ok. Moi, je vais voter la championne conserve. Voilà. Donc, voilà, je pense que Sacha va encore galérer, qu'ils n'ont pas de plan pour elle, ils attendent un peu. Il va y avoir un truc avec les Survivor Series, avec certains, peut-être Team Sacha, Team Bayley, je sais pas quoi. Pour l'instant, ils ont besoin de garder Bayley comme championne, vraiment ils veulent lui faire péter tous les scores en termes de titres historiques et tout ça, de le nombre de journées, de jours de règne et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression. Voilà, ils ont un projet avec Bayley, c'est leur projet et c'est comme ça, c'est Bayley. Donc moi je vois Bayley conserver. Allez, avant-dernier match, bah là les deux derniers matchs de toute façon c'est deux main events clairement de toute façon. Donc c'est les deux championnats du monde, enfin le championnat universel et puis le championnat du monde poids lourd. Voilà, donc d'un côté, on a Drew McIntyre versus Orton pour Raw. Et oui, et un match qui Alors, mine de rien, est pas si, je pensais que ça serait un 100 pour McIntyre et bah, pas tant que ça parce qu'on a une fois de plus 5 personnes versus 2. Donc 2 personnes qui ont voté pour Orton, donc Anti Feuillan qui en est triste, mais qui a voté pour Orton et Xel Saxefren qui a voté pour Orton aussi. Tandis que Irem qui est, lui a bien sûr voté pour McIntyre parce qu'il veut voir un McIntyre versus Sheamus. Hem, et moi, bah, en fait, j'aimerais bien savoir où en est Edge. Parce que j'imagine bien, un jour Edge piquer la ceinture à Orton. Mais est-ce que Edge sera bon pour, les prochains mois ou est-ce qu'il lui faut encore un an? J'en sais rien. Donc du coup, allez, je vais voter Orton histoire d'avoir quand même une grosse surprise dans le pay-per-view. Je vais voter Orton, en imaginant qu'après il va se taper un face quelconque, je sais pas moi, Keith Lee par exemple
Et après, Edge revient au Rumble pour choper Orton à Mania. Voilà, c'est mon booking, le fantasy booking. Orton qui prend la ceinture pour viser très loin avec Edge. Ok, bah moi je crois que je vais plutôt être dans le camp ou dans le clan comme on veut, de Jey Uso, de Black et compagnie, mais de Bébélu, je pense que je vais être McIntyre team. Ouais. Non, moi je reste avec le champion. Je crois qu'il est parti pour nous faire un méga règne là. Lui, pareil, je parlais de celui de Bailey. Alors, je suis beaucoup plus enthousiasmé, vous le savez, de toute façon, si vous venez régulièrement sur cette antenne, beaucoup plus enthousiasmé par le titre de Drew McIntyre que celui de Bailey. Mais je sais pas pourquoi, je le sens pas perdre pour l'instant. Ça serait tellement pas mérité, enfin, à mes yeux, en tant que fan, voilà, ça serait tellement pas mérité que pour moi, c'est le champion de l'année. Il doit garder le titre toute l'année, voilà, depuis qu'il l'a pris à WrestleMania à Lesnar. Voilà, pour moi, il doit aller au bout de cette année cauchemardesque qu'est l'année 2020 pour tout le monde, dans tous les secteurs, quel que soit. Voilà. Tout le monde a souffert de ce Corona Mania. Alors gardons un beau champion comme Drew et dans une grosse bagarre. Voilà, j'attends une grosse bagarre bien sanglante. Je me rappelle d'un Orton dans la cage face à Cena en 2009. Où ils avaient finalement pas tellement utilisé tous les deux tant la stipulation en elle-même avec la cellule voilà, dans laquelle on se balance et tout ça. Ils l'avaient finalement fait peu. C'était un match qui était resté quand même beaucoup dans le ring, mais ils avaient raconté un vrai truc avec à l'époque un Orton complètement rasé, avec une tête de fou qui se tire les tempes et tout comme si voilà, en train de devenir fou si tu veux. Voilà, j'espère un beau gros combat. Drew McIntyre, je crois qu'il y a plein de monde, il a plein de monde au cul de toute façon dorénavant, il y a plein de gens qui lui veulent du mal, et c'est tant mieux pour la ceinture, ça met du piment dans cette ceinture. Donc allez, le bel homme, il garde le titre. Je donne Drew McIntyre. Et puis de l'autre côté, Reigns, Uso, bah écoute, moi je vais pas m'étendre là-dessus, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi je te le dis direct, je donne le Reigns, le Big Dog, voilà, le chef de tribu, pour moi il n'y a pas photo, c'est lui qui va gagner. Oui, non, mais alors, je vais te dire que Yerem est d'accord avec toi, parce qu'en plus Reigns est Ah, fort, que merci Jey Uso est patron. d'accord avec toi, que Andy Fern est Merci d'accord avec toi, patron, que merci Max Hardy est d'accord avec patron. toi, que Black est d'accord avec toi, que Bébé Lu est Ah d'accord avec ouais, toi, que Xel Texen est d'accord avec toi et que donc Paki ah est bah d'accord avec ouais, toi. ah Puisque, ouais, on est clairement, ensemble. et oui et puis en plus avec la nouvelle stipulation rajoutée par, Roman, ça a beaucoup plus d'intérêt d'avoir Roman Reigns qui s'impose et du coup de voir les Usos peut-être s'entre-déchirer entre suivre le leader ou pas. Peut-être les frères qui vont du coup, se disputer, parce que l'un voudra défendre sa famille, et pas l'autre. Enfin, il peut pas c'est pas que l'autre veut pas défendre sa famille, mais en tout cas pas suivre Roman. Bref, ça ouvre tellement d'ouvertures la victoire de Roman Reigns que, ça ouvre tellement d'ouvertures, c'est pas français. Tellement de perspectives, voilà, une victoire de Roman Reigns que je vote, avec envie pour une victoire du gros chien. Ouais, après c'est unanime, le peuple de catch-up est unanime, les discordeurs de catch-up sont unanimes, personne n'envisage une seule seconde une défaite de Roman Reigns dans une telle configuration. Non, mais bon après Dieu aura fait quand même du bon boulot, mais c'est pas son moment. Bon, de toute façon, c'est du no DQ hein, dans la cellule de l'enfer, c'est du no DQ de toute manière. Donc il va se passer des choses horribles dans ce match, ça va être horrible. De toute façon, on va avoir 2-3 matchs là. Même si on n'a que 5 matchs, ça se trouve, ils vont être longs. Et tenez-vous bien, peut-être ne regardez pas ça avec vos enfants, peut-être. Ah peut-être, mais peut-être qu'ils font justement, alors j'ai un petit espoir qu'ils fassent ça format takeover, c'est-à-dire, que 5 matchs, mais 5 longs matchs. Tu as déjà 3 qui sont dans la cage, donc on peut espérer que ces, 3 matchs-là fassent plus de 20 minutes chacun et puis, bah, ça te remplit vite ta carte, en fait, s'ils arrivent à faire des longs matchs, donc bon, je vote pour ça, en tout cas, surtout qu'ils nous foutent pas des Dana Brooke, versus, Asuka, entre les 2 main events, par exemple, ça foutra un peu la zone. Ouais, non, mais pourquoi pas, effectivement, on peut garder sur ces 5 matchs-là sur la carte et puis mettre un match en pré-show, voilà, pourquoi pas, ça peut être. Un petit Lana Asuka versus, Shayna Baszler et Nia Jax en pré-show, par exemple, Ouais, je match garde une tag pièce team, ouais, là-dessus. pourquoi pas un match tag team, ouais, par exemple, ouais, on pourrait se balancer là-dessus, quoi. Ok, et là où il faut vous balancer pour nous trouver, hein, peuple de catch-up, il faut vous balancer sur tous les bons réseaux sociaux, mais qui nous connaissent, en l'occurrence Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez nous trouver aussi sur le site officiel, catchup.lepodcast.fr. Vous allez bien évidemment sur YouTube, vous pouvez actionner la cloche, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez nous laisser des pouces. Voilà, vous pouvez bien évidemment passer par toutes les bonnes plateformes de podcast, en l'occurrence Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer et Google Podcast.
Mon bon papy, merci à toi d'être venu avec moi reviewer ce SmackDown du 23 octobre 2020 avec ses pronos de Hell in a Cell. Bah, merci tonton de m'avoir invité dans ta cage. Ça fait toujours Ah ouais, plaisir, de m'inviter en enfer. voilà, ainsi s'achève cette édition, ce SmackDown, c'est ce Go Home Show. Voilà, donc bah écoutez, on vous fait plein de bisous, on vous souhaite un bon Hell in a Cell du coup, quoi. On vous fait des cordes à linge plein la face, on vous souhaite une bonne semaine, pleine de catch. Salut papy, Salut tonton et salut à tous! salut papa de catcheur. Je fais des variations, j'ai Ouais, tu as EP de manière aiguë sur la fin. ouais, t'as vu, hein, j'ai la gorge qui a ripé. Ouais, c'est glissé chef.